La rôdeuse de la mer et du feu. Chapitre 20. Splinter. Les yeux plissés, j'attends dans le couloir devant le bureau de Vindicael. Mon compagnon humain s'enliait à l'air morose, et je souhaitais aller lui parler avant de partir avec Lilou en raid. Quelque chose me dit qu'il n'est pas rassuré par la tournure des événements, ce qui se comprend, et j'aimerais donc le réconforter, si cela est toutefois possible. Je l'entends encore discuter avec la maîtresse des poussières d'étoiles. « Votre fille est vraiment quelqu'un d'exceptionnel, Vindicael, » dit la phénix d'une voix que je sens empreinte de grâce. « Elle mènera cette opération à son terme avec succès. J'en suis persuadé. » Ce n'est pas pour elle que je m'inquiète, mais pour nous. Le timbre du maître des aurores éternelles est faible et teinté de peine. Les voix se taisent, et la mage ne poursuit pas. Peut-être s'est-elle aussi rendu compte que Vindicael est préoccupé. Après un silence pesant, Anaria finit par sortir. Perchée sur une bibliothèque dans l'ombre, elle ne me voit pas. Et une fois qu'elle disparaît au détour de l'escalier qui descend vers les étages inférieurs, je saute à terre sans bruit et entre. Le paladin est affalé dans son fauteuil, accoudé sur son bureau, le visage dans les mains. Sa respiration est faible, je l'aperçois à peine. Je bondis devant lui avec un ronronnement sonore, puis je m'assois et penche la tête. « Splinter, » commence-t-il, « que me vaut ta visite tardive, mon vieil ami ? Nous sommes sur le départ. Je voulais m'assurer que tu allais bien. L'été fut bref, et je ne suis pas sûr que tu aies suffisamment récupéré avant de t'embrigader dans une guerre. » Le phénix secoue la tête avec un demi-sourire triste. Il tend la main vers moi, la pose sur mon encolure, et enfonce ses doigts dans mon pelage épais. Je ronronne, et il me gratte la nuque. En effet, je me sens encore fatigué. J'ai de plus en plus de mal à garder mes forces avec ces étés si courts, et ces hivers si froids. Je peux te confier un peu de mon feu si tu le souhaites. J'en ai suffisamment pour notre opération. Il remue la tête avec dénégation. Non, mon frère, je t'ai déjà suffisamment coûté cher par le passé. Inutile d'en rajouter. Garde ton feu pour ma fille, au cas où. Je souris d'une babine. Vindicael n'avait plus sa fougue d'antan. Le feu des phénix se régénère lentement, et les épreuves, la perte de ses parents, la bataille de Masqueria, les études pour Lilou, l'avaient vidé. Sa barbe grisonnait d'année en année, ses yeux se cernaient de rides. Il approchait de la vieillesse, tandis que moi, il me restait encore de nombreuses vies, après qu'il serait retourné aux cendres. Lilou ne risque rien entre les pattes de sa sœur et les miennes, tu le sais, repris-je, d'un ton rassurant. Sa main arrête de me caresser l'échine et part se rabattre dans ses cheveux courts. « Oui, » dit-il, « mais comprends-moi, j'ai un horrible pressentiment qui me ronge les tripes depuis que Lilou est rentré. »« Non, tu as un pressentiment car son retour a été précédé par une nuit de sang. Et tu sais ce que cela implique ?» Il hausse la voix, pas de colère, mais de peur. « Non, Vindy. »« Splinter !» me coupait-il. « Silic nous annonce une catastrophe, et regarde le résultat. Une guerre se prépare, ma fille doit retourner dans l'ouest avec une légion de Kirk au cul, et on a retrouvé des assassins en ville. Comment veux-tu que je ne me fasse pas de soucis ? » Silic annonce certainement une catastrophe, mais rien ne dit que cette dernière concernera ta fille. Je ne crois pas aux coïncidences. Que font des assassins séraphins ici, le jour du retour de ma fille en provenance du Fort Noir ? Des gens ne voulaient pas qu'elle dise ce qu'elle a vu, j'en mettrai ma main à couper, et ces charronnes d'oiseaux nous la font à l'envers, comme d'habitude. Je secoue la tête, et soupire intérieurement. Oh, les humains. Ils ne sont que 4 espèces à se partager le monde, et ils ont toujours une raison ou une autre de se détester. Quand ce n'est pas la jalousie, c'est la rancœur. Et quand ce n'est pas la rancœur, c'est la cupidité. Les séraphins ont une mauvaise réputation auprès de leurs semblables, notamment à cause de leur condescendance.
moins visible chez les immigrés qui vivent en compagnie des phénix ou des goliaths, mais il paraît que ceux qui habitent le confin prennent tous ceux qui n'ont pas d'ailes, comme des moins que rien. Alors, si on rajoute à leur tempérament hautain le fait qu'ils aient refusé de participer à quasiment tous les conflits contre les Kirks au cours des derniers siècles, il est normal que les séraphins ne soient pas appréciés de tous. Beaucoup de gens sont même convaincus que si les séraphins ne font jamais la guerre contre les Kirks, c'est parce que c'est eux qui les manipulent. Tu mélanges tout, Vindy. Ne laisse pas ta peur t'aveugler. Nous ne savons rien des hommes hormis qu'ils recherchaient une femme. Et des femmes, à Masqueria, ce n'est pas ce qui manque. Ils cherchaient une aventurière, rectifie-t-il avec véhémence. Des aventurières, il y en a des centaines ici. Vindy, ressaisis-toi. Il serre les dents. Sa mâchoire tremble, et ses poings se ferment. Chaque jointure de ses doigts devient, sous la pression, aussi blanche que de la craie. Je n'y arrive pas, reprend-il d'une voix terriblement désincarnée. Ma fille est en danger, je le sens au plus profond de moi. Et je vais devoir jouer les chefs de guerre au lieu de la protéger? Le pouvoir implique des responsabilités, mon frère. Je veillerai sur ta fille. Crois-moi, il ne lui arrivera rien. Tu en as ma parole. Et tu as la mienne également. La voix, sombre et tranchante, me glace l'échine. Arrakis. Depuis combien de temps nous espionne-t-elle, accrochée au plafond? Malgré sa taille monstrueuse, l'araignée se déplace comme une ombre. Elle se laisse tomber devant le bureau. T'es gâté, Vindy. Je gère, continue la Tarankas. Je prendrai soin de ma sœur, comme je l'ai toujours fait. Elle sourit de tous ses crocs. Merci, lui répond-il, mi-figue, mi-raisin. Je ne sais pas ce que je serais sans vous. Eh bien, pour commencer, tu n'aurais pas ta fille, tranche Arrakis avec insolence. Et si j'en crois les histoires de ton matou, tu serais également mort. Plusieurs fois. Un sourire crispé d'ironie se dessine sur les lèvres de l'humain. Arrakis, tes paroles sont si réconfortantes. Je te remercie. Ah, mais je t'en prie, padre, tout le plaisir est pour moi. Elle s'incline de toutes ses pattes, en lui affichant une fente vorace. Le paladin fait la moue, fatigué, et se lève en soupirant. Je vais aller me coucher, moi aussi, dit-il. Merci de votre soutien, mes amis. Merci pour tout. Il jette sur son épaule sa cape, puis sort, sans se retourner. Joli numéro, grognai-je en lançant sur la Tarankas son regard noir. Tu ne pouvais pas t'en empêcher? J'aime pas les gens qui s'apitoient sur leur sort. Il est maître de son destin. S'il veut vraiment accompagner sa fille, il n'a qu'à quitter son poste à 2 trônes et mettre un doigt au flambellant là où je pense. T'es pas sérieuse. Aurore éternelle est tout pour lui. Elle plisse les yeux de mépris, et ses prunelles vertes s'éclairent d'une lueur malveillante. Il préfère sa guilde à sa fille? Si c'est le cas, il est pitoyable. Arrête. Tu sais très bien qu'il n'est pas comme ça. Ouais? Eh bien alors, qu'il reste maître et qu'il arrête de chouiner. En attendant, c'est nous qui allons faire tout le taf. Tu préfères négocier avec tous les maîtres de guilde de Masqueria pour mettre au point une stratégie? Établir une logistique de guerre? Prier ventre à terre Masuna de nous envoyer des renforts? Organiser l'évacuation des villages Goliath? Que dalle! Qu'ils crèvent tous ces baltringues d'humains! Je m'en tamponne la glande à soie! Seul Lilou compte. Ouais, Lilou et toi. Toujours aussi égoïste, je vois. La ferme! Racleur à poil long. La Tarankas tourne les talons et sort de la pièce. Je la suis et la rattrape. Ça y est? Tu as déjà oublié notre petite discussion? Je n'oublie jamais rien, greffier. Sache que je comprends pourquoi tu es là et ce que tu comptes faire. Mais cela ne veut pas dire que je vais être gentil avec toi toute la journée. Il faudra bien que je décharge ma rage sur quelqu'un. Eridan fait un bon client, mais je t'en réserve aussi, crois-moi. À la limite, je m'en moque. Tant que tu fais, toi aussi, ce pourquoi tu es là. Je protégerai Lilou quoi qu'il arrive. Qu'on croise le chemin de Dragon ou de Kirk, je les plumerai tous. Rien ne m'arrêtera. J'exploserai des montagnes pour elle. Je fronce les sourcils. Je donnerai cher pour connaître le fond de tes pensées. Tarankas. L'araignée fait halte et se retourne vers moi.
Elle approche son horrible face et sa grappe d'yeux brillants de mon visage. Ce n'est pas parce que je n'ai pas sacrifié 6 vies pour mon sang lié que je ne suis pas capable de me sacrifier comme toi, Rouge 13. Je n'ai qu'une vie à lui donner, mais s'il le faut, je le ferai sans aucune hésitation. Ne doute jamais de cela. Je n'en ai jamais douté, lui affirmai-je. Ce qui est vrai. J'ai de gros doutes sur les raisons qui la poussent à protéger la jeune Ondine, mais pas sur sa motivation à le faire jusqu'à son dernier souffle. « Et si tu veux tout savoir ?» reprend-elle d'une voix que je qualifierais presque de triste. « Je protège ma sœur parce que je l'ai promis, il y a longtemps, à quelqu'un qui m'était très cher. Trop longtemps pour en compter les années, mais peu importe. Une promesse reste une promesse, et les Tarankas ne reviennent jamais sur leur parole. » Je hoche la tête. Voilà qui met fin à notre discussion. L'araignée se retourne, accélère le pas, et disparaît dans des voûtes sombres qui surplombent les escaliers, là où je ne peux la suivre, me laissant seul à méditer sur ses ultimes paroles. Une personne qui lui était chère. Bestiaire des terres sauvages. Les Tarankas. Note de terrain compilée après 4 années d'observation dans les jungles d'Azami. Après avoir survécu à 3 charges territoriales et perdu 2 assistants dans cette jungle maudite, je peux affirmer sans l'ombre d'un doute que les Tarankas représentent la lignée araméide la plus ancienne de Tella. Certaines matrones que j'ai eu le privilège, ou la malchance, de croiser, prétendent descendre directement des premiers êtres éveillés par les astres divins. Difficile de réfuter leur dire quand on se retrouve face à Tarakesh, la doyenne de l'espèce, dont l'âge dépasserait les 4000 ans, selon mes recoupements auprès d'autres chroniqueurs et maîtres du savoir. Morphologie et capacité prédatrice. Les Tarankas sont des chasseuses à l'affût d'une efficacité remarquable. J'ai observé des spécimens capturer des sangliers adultes, des pitons jaunes, voire des rapaces géants en plein vol. Leur technique ? Une patience minérale, puis une explosion de violence brute. Leurs pattes puissantes et densément poilues, brun foncé strié d'orange vif chez les femelles, noir de jet chez les mâles, leur permettent des bonds de plus de 5 mètres. Leurs yeux verts luisent dans l'obscurité de la canopée avec une intensité presque surnaturelle, ce qui m'a valu plus d'une frayeur nocturne lors de mes campements. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, ce ne sont pas leurs chélicères venimeux qui font leur réputation. Leur toxine paralysante est d'ailleurs relativement modérée comparée à celle des tisseuses du Nord. Mais la taille phénoménale de leurs crochets. J'ai mesuré des appendices dépassant 30 ou 40 cm sur les plus grandes matrones. Ces armes transpercent littéralement leur proie, les tuant sur le coup. La toxine ne sert qu'à achever les adversaires les plus coriaces. Territoire et évolution récente. Il y a moins d'une décennie, les Tarankas régnaient en maître absolu sur l'intégralité des jungles d'Azami, des lisières fleuries aux marécages putrides les plus profonds. Aucun prédateur, qu'il soit aîné ou primitif, n'osait contester leur domination. Mais la situation évolue rapidement. Lors de ma dernière expédition, j'ai constaté l'arrivée massive de colonies de scorpides en provenant du désert proche et d'essaims de guêpes guerrières. Ces nouveaux venus grignotent progressivement le territoire des Tarankas, provoquant des affrontements d'une violence inouïe dont j'ai été témoin à 2 reprises. La jungle change, et pas nécessairement en faveur des anciennes souveraines. Structure sociale, la loi du plus fort. Les Tarankas sont solitaires par nature. Les matrones occupent des territoires clairsemés délimités qu'elles défendent avec une férocité qui m'a plusieurs fois contraint à abandonner des postes d'études prometteurs. Tous les 5 ans environ, une femelle pond une dizaine d'œufs qu'elle protège jusqu'à l'éclosion. Ce qui suit relève d'une brutalité que même mes années de terrain ne m'ont pas préparé à accepter. Dès leur naissance, les jeunes Tarankas se dévorent entre eux dans une lutte fratricide pour la survie. Pire encore, si la mère juge sa progéniture insuffisamment robuste, elle la dévore elle-même. Cette pratique, bien qu'atroce à nos yeux, contrevient directement à la loi des premiers, qui interdit théoriquement aux aînés de consommer d'autres créatures intelligentes. Les Tarankas s'en affranchissent ouvertement, arguant que seuls les plus forts méritent de survivre. Les rares jeunes qui parviennent à leurs premières années sont déjà des combattants redoutables. La condition des mâles. Nettement plus petits que les femelles, les mâles vivent une existence précaire en groupe de 2 ou 3 individus. Sans territoire propre, ils errent sur les domaines des matrones en prenant soin d'éviter tout contact, en dehors des périodes de reproduction. Dans cette société strictement matriarcale, les mâles ne servent qu'à perpétuer l'espèce. Bien qu'ostracisés et méprisés, ils bénéficient néanmoins d'une immunité tacite.
Aucune femelle ne les dévore, privilège qui leur sauve régulièrement la vie, lors de rencontres impromptues que j'ai pu documenter. Rassemblement et politique territoriale. Malgré leur nature solitaire, les Tarancas peuvent temporairement mettre de côté leur rivalité face à une menace commune. J'ai assisté de loin à l'une de ces alliances contre une horde de scorpides. Un spectacle de coordination stratégique impressionnant pour des créatures réputées individualistes. Mais l'événement le plus fascinant reste le grand rassemblement triennal dans la clairière aux araignées, au cœur nord de la jungle. Tous les 3 hivers, chaque matrone, et uniquement les femelles, les mâles en sont strictement exclus, se réunissent pour débattre de l'avenir territorial et social de l'espèce. Ces assemblées, présidées par les anciennes et par Tarakash elle-même, demeurent un mystère dont j'aimerais percer les secrets. Malheureusement, approcher cette clairière durant le rassemblement équivaut à un suicide certain. Peut-être un jour aurai-je l'audace, ou l'inconscience, nécessaire pour tenter l'expérience. Zerator, chasseur et naturaliste de Millennium. Cicatrice de terrain 47, assistant perdu 6, espèce documentée 89.